Bonjour à tous et bienvenue. Bienvenue pour ce nouveau rendez-vous, les Midis de l'Europe. Nous inaugurons aujourd'hui une nouvelle formule. Vous connaissiez peut-être pour certains d'entre vous les webinaires thématiques de l'Europe des communes qui visent à présenter des dispositifs qui impactent très directement les communes et les politiques locales. Nous continuons ce cycle, bien entendu, avec un rendez-vous euh, prochainement consacré à une boîte à outils rurale, qui est un véritable mode d'emploi des financements européens pour les zones rurales. Et pour le mois de mai, nous programmons une rencontre autour de la rénovation énergétique des bâtiments, histoire de faire le point sur les dispositifs qui permettent également de répondre à ce sujet de préoccupation très aigu au sein des collectivités. Avec ces Midis de l'Europe, on a souhaité proposer un rendez-vous plus interactif, basé sur l'échange avec un expert de la Commission européenne autour d'un sujet qui fait débat dans l'actualité ou au sein des politiques européennes, en choisissant de commencer le cycle par un thème qui résonne actuellement dans l'actualité particulièrement de la campagne électorale, c'est le pacte migration et asile, qui on ne peut plus aigu, fera l'objet d'un vote demain au Parlement européen. Euh, nous n'entrerons pas dans les détails de ce dispositif, hein. Il faudra pour cela attendre les dispositions de mise en œuvre qui vont venir à la fois au niveau européen, à la fois au niveau de l'État et qui consisteront à décliner des mesures dites d'application effective et qui là permettront de répondre à des questions extrêmement précises, concrètes que peuvent se poser les opérateurs et que certains d'entre vous se posent sans doute déjà à propos de ce texte. L'idée aujourd'hui est plus de présenter ce pacte, le texte, ces textes qui composent le pacte migration et asile et sa raison d'être, ce qui amène et la situation qui amène ce texte aujourd'hui au Parlement européen et dans les instances de décision. Euh, Nous avons demandé à une experte, Céline Ruiz. Céline Ruiz est analyste politique au sein de la représentation de la Commission européenne en France. Elle suit particulièrement ces sujets et elle va nous présenter ce panorama un peu général, l'esprit de ces textes, dans un premier temps, avant de laisser la parole à vous, à vos questions. Certains d'entre vous nous ont déjà posé des questions en amont, au moment de l'inscription. Céline va s'efforcer d'y répondre dans le fil de son propos, mais n'hésitez pas tout au long de la présentation, soit de poser vos questions sur le chat, soit de lever la main. Edita chez nous suivra ces questions qui sont posées, on fera un point et on vous donnera la parole en deuxième partie de session. Voilà, je ne serai pas plus long, je laisse la parole à Céline, si tu nous entends Merci Benoît, vous m'entendez bien? parfaitement. J'espère que tout se passe bien. Oui, merci Benoît, merci à tous. Merci à tous pour votre participation pendant les vacances scolaires et à l'heure du déjeuner. Benoît a dit que j'étais experte. Je suis peut-être pas encore experte complètement, entièrement du pacte, parce que je peux vous dire que c'est des milliers de pages de législation qui sont en train d'être adoptées, hein, puisque Benoît l'a dit, le Parlement européen aura son vote final demain, durant la session plénière de cette semaine. Et puis le Conseil de l'Union européenne se prononcera au mois de mai. Alors juste pour rappeler, ça va sans dire, mais c'est quand même bien de le rappeler parce qu'on entend des débats en ce moment sur les migrations, le pacte, et cetera. C'est quand même une question complexe et moi je trouve qu'il est quand même très difficile d'en parler en quelques minutes. C'est vraiment une question complexe. La sécurité des personnes à la fois qui demandent une protection internationale, ou une vie meilleure doit être prise en compte, de même que les
préoccupation des pays qui craignent que les pressions migratoires ne dépassent leurs capacités. Et c'est cet, équilibre entre, responsabilité et solidarité qui est vraiment, à l'origine de la législation de l'UE en la matière. Je vais y revenir. Et responsabilité et solidarité sont dans le traité. Heu, les dispositions, juste un petit point rapide sur, les compétences en la matière. Il s'agit de compétences partagées entre l'UE et les États membres. Ça relève du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et ça relève de ce qui s'appelle depuis le traité de Lisbonne, l'espace de liberté, de sécurité et de justice. Donc depuis le traité de Lisbonne et son entrée en vigueur en 2009, c'est la majorité qualifiée qui s'applique en matière de migration légale. C'est aussi la procédure législative ordinaire. Vous savez, c'est la codécision entre le Conseil de l'Union européenne et le Parlement européen, avec un rôle de la Cour de justice, en la matière. Et c'est les articles 67 et 80 qui définissent, les compétences, en matière de migration, de frontières, d'asile et d'immigration. Et c'est l'article 80 justement qui dit que les politiques de l'Union visées au présent chapitre, et leur mise en œuvre sont régies par le principe de solidarité et de partage équitable des responsabilités entre les États membres, y compris sur le plan financier. Donc c'est vraiment dans le traité, je crois que c'était important de le rappeler. Alors d'où on vient? Je l'ai dit, la migration, ça a toujours existé. C'est plus dans l'agenda de, l'Union européenne depuis, je dirais, les grandes crises migratoires de 2015. Vous vous en rappelez, sans doute avec, des événements, tous plus atroces les uns que les autres. Où on en est aujourd'hui, à peu près comme en 2015-2016, c'est-à-dire qu'on fait face à une hausse des demandes d'asile qui atteint 1,14 million de demandes en 2003. C'est le plus haut niveau, de demandes depuis 2016 selon notre agence européenne pour l'asile. Et les entrées irrégulières dans l'UE sont elles aussi en augmentation. Selon Frontex, on en était à 380 000 en 2023. Il est très probable, que cette tendance à la hausse se poursuive, en 2024, puisque les facteurs de fragilité se multiplient dans de nombreux pays d'origine et de transit. Je pense à l'Afrique de l'Ouest, je pense au Proche-Orient évidemment, ça va sans dire, et l'Ukraine. Vous savez qu'on a 4 millions de réfugiés ukrainiens, un peu plus de 4 millions de réfugiés, ukrainiens depuis la guerre, en 2022. Donc, on l'avait annoncé dans notre programme de travail en 2020, et on a publié le 23 septembre 2020 un nouveau pacte, consacré à la procédure d'asile, et la migration, avec l'idée d'avoir une approche globale sur la politique migratoire. Il s'appuie sur différentes réformes qui avaient déjà eu lieu en 2016 et 2018, mais qui n'avaient pas forcément été, conclues, où il y avait eu un accord politique, mais on n'était pas allé au bout de la négociation, parce que c'était un bloc global, qui bloquait tout avancement, en la matière. Ça s'est débloqué, notamment durant la présidence française du Conseil de l'Union européenne, qui a avancé bloc par bloc et ça a débloqué un certain nombre de négociations. Et 4 ans plus tard, le 20 décembre 2023, le Conseil et le Parlement européen sont parvenus à un accord sur 5 réglementations clés. Il y en a plus dans le pacte, hein, il y en a une dizaine, mais il y a vraiment 5 règlements clés, qui concernent un nouveau, règlement relatif à la gestion de l'asile et de la migration, un nouveau règlement régissant les situations de crise migratoire et les cas de force majeure, une mise à jour de la base de données des empreintes digitales, Eurodac, je vais y revenir, un nouveau règlement sur le filtrage, et une procédure d'asile, commune. Et puis en février 2024, les États membres avaient, aussi trouvé un accord, sur des règles uniformes pour les demandes d'asile, de meilleures conditions d'accueil et un nouveau cadre de l'UE pour la réinstallation. Donc une dizaine de textes et en septembre 2022, il y avait une feuille de route qui avait été établie et les États membres se sont mis d'accord pour poursuivre les négociations sur lesquelles il y avait encore des discussions, et pour parvenir à un accord avant les élections, en juin 2024. Donc nous y sommes, on a des accords politiques, et demain, si tout va bien, le Parlement européen donc votera, sur le pacte et puis le Conseil de l'Union européenne votera en mai.
selon la procédure de législative ordinaire, la codécision, hein, comme je vous en ai parlé. Hem, donc l'idée, c'est vraiment de construire une politique migratoire, d'asile européenne qui sera plus ferme. Il faut dire les choses. D'ailleurs, quand j'entends les différentes critiques sur le pacte, pour résumer, Europe passoire, et Europe forteresse, hein, pour, caricaturer un petit peu les propos, mais enfin, on n'est pas loin de ça. Je pense que finalement, on est quand même parvenu à un équilibre et j'ai envie de dire heureusement parce qu'après 4 ans de négociations, voilà, il y a eu énormément de discussions entre les États membres, avec le Parlement européen, et je crois qu'on est parvenu à un équilibre. Donc l'idée, c'est d'avoir une politique migratoire et d'asile européenne plus ferme, avec un contrôle des frontières extérieures plus efficace, avec des contrôles harmonisés aux frontières et surtout des procédures beaucoup plus robustes et obligatoires d'asile et d'éloignement à la frontière. On pourra distinguer plus rapidement les étrangers en besoin de protection et ceux qui ne le sont pas. Le pacte prévoit aussi des leviers renforcés pour lutter contre les détournements de la procédure d'asile. Par exemple, des cas, supplémentaires, de demandes qui seraient irrecevables, des caractères non suspensifs du refus d'asile pour certains demandeurs. Par exemple, s'il y a une alerte sécuritaire sur un individu. Le pacte permet aussi une gestion mieux ordonnée avec des mesures concrètes pour, lutter contre les mouvements secondaires. Heu, les reprises en charge de demandeurs d'asile entre États membres pourront se faire sur simple notification. Et puis aussi, une limitation des conditions matérielles d'accueil pour les personnes qui se trouvent dans un autre État membre que celui qui serait responsable de leur demande d'asile. Une extension de la base de données Eurodac rendue interopérable avec les autres systèmes d'information de l'UE, je vais y revenir. Et puis une procédure qui soit aussi plus équitable entre les États membres, avec un régime de solidarité qui soit pérenne. La solidarité sera obligatoire dans son principe, mais flexible dans ses modalités. Là aussi, je lis beaucoup de choses, beaucoup de mythes, hein. Ça peut être des contributions financières, mais ça peut être aussi, des conditions, une aide matérielle, une aide au retour et cetera. On va y revenir également et puis enfin, une politique migratoire et d'asile qui soit plus résiliente, avec un cadre permettant aux États membres, en cas de crise et on l'a vu, et on est encore en train d'en vivre une à Chypre avec, pas mal de réfugiés venant du Liban. Donc avec un cas de crise, et de force majeure ou d'attaque hybride, hein, qui instrumentalise la migration, la possibilité d'appliquer des règles spécifiques, tout en bénéficiant des mesures de solidarité renforcées. Donc je vais revenir point par point sur ces quelques, éléments. Le filtrage tout d'abord, c'est une proposition de règlement. Il y a eu des directives qui ont été transformées en règlements. Donc pour répondre à une des questions, c'est essentiellement des règlements, qui recouvrent la législation du pacte. La directive en matière de retour est toujours en négociation. C'est pas encore, je crois que le Parlement n'a pas encore adopté sa position de négociation, mais tout le reste, ce sont des règlements. Donc la proposition de règlement relatif au filtrage aux frontières extérieures. Le filtrage, va remédier aux lacunes qu'on avait constatées dans la gestion des flux mixtes de ressortissants de pays tiers qui arrivaient régulièrement dans l'Union européenne. Il y a des demandeurs d'asile, il y a des migrants économiques, il y a, des personnes secourues, en mer lors d'opérations de secours et de sauvetage en mer. La proposition vise à créer des règles uniformes concernant l'identification, les contrôles sanitaires et de sécurité aux frontières extérieures. Les contrôles sanitaires en particulier devraient permettre, d'éliminer les risques pour la santé publique et d'identifier les personnes vulnérables afin de fournir rapidement l'assistance qui est nécessaire. Et ce règlement permet aussi de contribuer à la résilience et la fluidité du système de contrôle aux frontières extérieures pour faciliter la détermination de la procédure appropriée de l'asile ou du retour. En cas d'asile, est-ce qu'on a une procédure d'asile normale ou une procédure d'asile accélérée à la frontière? Donc on filtre, les personnes. Il est obligatoire en ce qui concerne les personnes qui sont appréhendées à l'occasion du franchissement irrégulier des frontières extérieures, je l'ai dit, des opérations de débarquement et des demandes d'asile pour des gens qui ne rempliraient pas les conditions d'entrée. Dans l'attente, du filtrage aux frontières extérieures, il y a une fiction de non-entrée, c'est-à-dire qu'on considère que les personnes ne sont pas réputées, être autorisées à entrer au sein de l'Union européenne.
Hem, donc il y aura des centres de rétention, de détention, à la frontière, qui vont se mettre en place pour ce qui n'existe pas encore, avec du soutien, financier de l'Union européenne et ça permettra de filtrer les personnes qui arrivent. Il y a une proposition aussi modifiée de règlement sur la procédure d'asile, qui est vraiment un des 2 règlements clés, en matière d'asile et de migration. Hem, on avait proposé, déjà une modification de l'asile en 2016 et puis on a dû évoluer parce on n'avait pas avancé sur ce sujet. L'idée est de permettre une utilisation un peu plus souple, plus, efficace des procédures à la frontière en tant que deuxième étape du processus, donc après le filtrage. Donc on a établi ce qu'on appelle des règles et de retour des règles de procédure d'asile et de retour à la frontière. Hem, une procédure à la frontière a été développée, ce qui permet de traiter tout de suite à la frontière des demandes qui sont manifestement abusives, si le demandeur représente une menace pour la sécurité ou s'il est peu susceptible d'avoir besoin d'une protection, internationale, pour des pays dont à peu près moins de 20 font bénéficient d'un taux de reconnaissance de l'asile. Hem, les enfants non accompagnés, les enfants de moins de 12 ans, et leurs familles seront exemptés de cette procédure à la frontière et feront l'objet d'une procédure d'asile, normale. L'idée est aussi de faciliter, les retours et les accords de réadmission. C'est-à-dire que quelqu'un qui sera identifié comme ne pouvant pas bénéficier de l'asile, soit un migrant économique par exemple ou une personne qui est, dans le fichier, pour, des problèmes sécuritaires, devrait être envoyé, au dans son état d'origine ou dans un état en transit, avec un concept de pays sûr, on pourrait y revenir. Le 3e règlement qui est absolument clé, c'est le règlement relatif à la gestion de l'asile et de la migration. En anglais, c'est AMMR. Heu, donc ce nouveau règlement établit un cadre commun, heu, sur la procédure d'asile, avec un principe de solidarité et de partage équitable des responsabilités entre les États membres. Donc c'est vraiment le 2e règlement le plus important, du pacte. Il reconnaît les défis, liés à la gestion de la migration et évidemment, ça ne peut pas être toujours traité par l'Espagne, l'Italie, Malte, Chypre, et la Grèce. Hem, donc il y a une structure renforcée qui sera mise en place afin d'assurer la mise en œuvre par les États membres au moyen d'un système de gouvernance. Chaque État membre va définir des stratégies nationales afin de veiller à ce que les capacités suffisantes soient mises en place pour gérer c'est le et mettre en œuvre efficacement la politique d'asile et de migration. Donc il y a un nouveau mécanisme de solidarité pour les situations de pression migratoire qui tient compte des spécificités, des débarquements à la suite, d'opérations de sauvetage et de recherche en mer, par exemple. Hem, il faut préciser que la solidarité, elle n'est pas, facultative, elle est obligatoire pour l'ensemble des États membres, mais l'État membre a le choix du type de solidarité qu'il va appliquer. Ça peut être un soutien financier, je l'ai dit, ça peut être un soutien en termes d'équipement, ça peut être un soutien, opérationnel, matériel, avec des experts sur place, ça peut être, une aide à la négociation au retour avec le pays tiers concerné. Donc il y a différents types de solidarité. Hem, avec des définitions bien sûr de pression migratoire, et de situations, d'urgence. Je vais y revenir avec le règlement qui est consacré à ce point. Il y a aussi un règlement donc relatif à Eurodac. Eurodac, c'est la base de données, dans laquelle les empreintes digitales des demandeurs d'asile et des personnes, qui sont appréhendées, lors du franchissement irrégulier d'une frontière extérieure sont actuellement enregistrées. Principalement pour déterminer l'État membre qui va être responsable du traitement de sa demande d'asile. On avait déjà élargi le champ d'Eurodac en 2016, mais on l'élargit à nouveau, avec notamment l'abaissement de l'âge pour le relevé des empreintes digitales,
Avant c'était 14 ans, on passe à 6 ans. Alors ça peut choquer 6 ans, en fait, c'est aussi il y a aussi l'idée de protéger les enfants. Hem, il y a des enfants qui se retrouvent ensuite, dans la nature. Il y a énormément de trafiquants de migrants, de passeurs qui les utilisent, je vais y revenir. Donc on a abaissé l'âge de relever des empreintes digitales à 6 ans. On a ajouté de nouvelles catégories de personnes qui sont enregistrées dans Rodac, par exemple les personnes qui sont en séjour irrégulier sur le territoire d'un État membre, les personnes qui ont été réinstallées, les personnes qui ne devraient plus être là parce que le visa est périmé, par exemple. Et puis on a, étendu les durées de conservation de certaines catégories de données et on a ajouté aussi la possibilité d'avoir des images faciales et d'informations d'identité du système, nom évidemment, date de naissance, lieu de naissance, pays et cetera. Enfin, dans les règlements les plus importants, il y a aussi la proposition de règlement pour faire face aux situations de crise et aux procédures de force majeure. Hem Donc l'idée là, c'est d'adapter les règles aux procédures d'asile et de retour, quand nous sommes dans une situation de crise. De telles situations, on l'a vu à de multiples reprises malheureusement, peuvent se produire très rapidement et être d'une ampleur et d'une nature telle qu'elles nécessitent un ensemble spécifique d'instruments pour être traitées rapidement et avec le plus d'efficacité, possible. À cette fin, on a des délais qui sont, raccourcis, des procédures simplifiées, des délais raccourcis pour déclencher la procédure du mécanisme de solidarité obligatoire dont je vous ai parlé, qui est prévu dans l'autre règlement sur les procédures d'asile et de migration. Hem, donc c'est pour les situations de pression, hein, de pression migratoire ou de crise migratoire. Hem, donc en cas de crise, le procég le la procédure de mécanisme de solidarité obligatoire prévue dans les situations de pression, donc je dis dans le règlement, relatif à la gestion de l'asile et de la migration impliquerait, mais suivant une procédure plus rapide pour parvenir à un acte d'exécution établissant les mesures de solidarité obligatoire prises par les États membres. Donc ça peut être une relocalisation également, ou des mesures de retour, les États membres s'aidant les uns les autres. On a fixé un seuil de 30 000 personnes par an auxquelles on accordera l'asile. 30 000, pas en dessous de ça, ça peut être au-dessus de ça, mais pas en dessous de 30 000 et évidemment, c'est selon la population et le PNB, de chacun des États membres. Il y a aussi des dérogations, à l'acquis, de la législation communautaire qui est applicable en temps normal, pour ce qui concerne les frontières, l'asile et le retour. Ça permet d'accroître la flexibilité de la procédure à la frontière, qui est établie par le règlement sur les procédures d'asile dont j'ai parlé. Et puis elle peut autoriser les États membres à retarder l'accès à la procédure d'asile aux frontières. On peut prolonger le délai d'inscription des demandes d'asile, on peut appliquer des procédures plus simplifiées. Et puis, on a tenu compte aussi des lessons learned, des leçons apprises du Covid-19, en prévoyant des situations de force majeure. Par exemple, évidemment en cas de Covid, de crise sanitaire, avec des dispositions qui peuvent être simplifiées, des délais un peu étendus pour en tenir compte. Donc ça, c'est les 5 règlements clés. Je vais très, très vite, hein, parce qu'il y a beaucoup c'est des centaines de pages, hein, il y a beaucoup de détails sur ces règlements. Mais globalement, c'est l'architecture, qui a été, en tout cas dont les États membres ont trouvé un sur lequel les États membres ont trouvé un accord politique le 20 décembre dernier. Le 8 février dernier, les États membres ont approuvé aussi un accord politique sur un nouveau cadre de l'UE pour la réinstallation, des règles uniformes pour les demandes d'asile et de meilleures conditions d'accueil. Je vais très vite aussi là-dessus. Un nouveau cadre pour la réinstallation. L'idée, c'est d'offrir des voies d'accès à l'UE qui soient légales et sûres, et à réduire le risque d'arrivée irrégulière de grande ampleur. On a l'habitude de dire, et c'est très juste, que plus on a des voies légales et sûres d'entrer dans l'Union européenne, notamment avec des permis de travail, bah, plus ça a un impact sur, la migration, irrégulière. La mise en place de règles communes pour la réinstallation et l'admission humanitaire.
notamment, avec des initiatives pour réinstaller des gens, en cas d'admission humanitaire, prise au niveau mondial, par exemple lors du Forum mondial sur les réfugiés qui se tient régulièrement à Genève, et soutenir les pays tiers qui accueillent de nombreuses, personnes, ayant besoin d'une protection internationale. Un accord politique aussi sur des règles uniformes pour les demandes d'asile. L'idée là est d'éviter la course, au droit d'asile. Donc c'est traiter de la même manière dans les 27 États membres les demandes d'asile. L'objectif, elle est vraiment des critères communs pour l'identification des personnes qui ont véritablement besoin d'une protection internationale et des droits communs à ces personnes dans tous les États membres. Un accord également sur des meilleures conditions, d'accueil. Offrir des conditions d'accueil qui soient autant que faire se peut uniformes, afin qu'ils bénéficient de conditions de vie meilleures et comparables dans l'ensemble de l'Union européenne. Donc une définition commune des conditions d'accueil pour tous les États pour tous les demandeurs d'asile. Un droit pour les demandeurs d'asile de travailler au plus tard 9 mois après l'introduction de leur, demande et un droit à l'éducation pour les mineurs et la nécessité de désigner un tuteur pour les mineurs qui ne seraient pas accompagnés par des adultes. L'idée est aussi de réduire les mouvements secondaires, là aussi réduire les mouvements secondaires des demandeurs d'asile en mettant, par exemple, en autorisant des limitations géographiques, restreindre l'accès aux conditions d'accueil à l'État membre responsable de la demande d'asile, limiter la fourniture de documents de voyage sauf des raisons humanitaires graves et permettre aux États membres de restreindre la présence, d'un demandeur à une zone géographique spécifique. Il y a toujours des négociations en cours sur les retours et les réadmissions. On a adopté, une recommandation en mars 2023, pour les États membres. Heu, Frontex aide aussi les États membres, sur les procédures de retour pour ceux qui le demandent, ceux qui en ont besoin. On a nommé aussi, un coordinateur sur les procédures de retour qui assiste aussi les États membres, dans leurs, négociations avec les pays tiers. Heu et donc je l'ai dit, Frontex peut aider les États membres aussi dans les procédures de retour. Hem, Dans ce cadre-là, notre engagement, avec les États tiers est extrêmement important, beaucoup de négociations, en cours, je vais y revenir. Et le Conseil européen, qui a beaucoup parlé des migrations ces dernières années, a bien insisté sur le fait que l'Union doit pouvoir, dans ce cadre-là, utiliser tous les outils qui sont à sa disposition. C'est la diplomatie, c'est l'aide au développement, c'est nos accords de commerce, c'est les procédures de visa, et c'est, la migration légale, les possibilités, offertes par la migration légale. Donc on travaille sur ces aspects-là avec les États membres en équipe Europe. Hem, donc voilà globalement à gros traits les principaux éléments, du pacte migration. Il faut vraiment garder, la une approche globale en tête. Je vais y revenir sur les autres aspects qui sont complémentaires. Comme j'ai dit, c'est critiqué par l'extrême droite, par l'extrême gauche. Je crois que donc on est je crois que c'est des textes assez, assez balancés. Il y a 2 ans de délai pour l'entrée en vigueur, donc c'est 2026. Bon, le filtrage, c'est 18 mois après l'entrée en vigueur, mais globalement, c'est 2026 qui laisse le temps aux États membres de se préparer. C'est un nouveau cadre juridique vraiment, qui va se mettre en place et qui devrait vraiment changer la donne. Il faut maintenant qu'il soit mis en œuvre dans son intégralité et dans les délais évidemment. Hem, la commission va présenter en juin prochain au Conseil européen un plan, commun de mise en œuvre, pour accompagner les États membres à chaque étape du processus par un soutien, qui soit financier, qui soit technique, qui soit opérationnel. Et puis on va continuer à renforcer la dimension extérieure du pacte, avec des accords, avec des États tiers. Je vais y revenir dans quelques instants. Hem Donc, là, tout le monde est mobilisé, à la fois à Bruxelles et dans les États membres, parce qu'il va falloir déterminer, heu, très concrètement quels aspects des législations nationales qui doivent être modifiés. Par exemple, en France, on vient d'adopter une nouvelle loi migration au mois de décembre, enfin au mois de janvier. Il y aura peut-être des choses à ajuster.
Il y aura des nouvelles procédures donc européennes, filtrage, des nouveaux dispositifs vont être instaurés, notamment le mécanisme de solidarité. Il y a des outils qui vont devoir être adaptés par les États membres, donc le système informatisé Eurodac, qui doit être ajusté également pour recueillir les empreintes, j'en ai parlé. Donc dans tout cela, les États membres sont aidés par notre agence EU-LISA qui s'occupe des systèmes d'information et de communication. Parce qu'il y a en ce moment plusieurs systèmes d'information, nouveaux systèmes, d'information européens qui rentrent en vigueur. Il y a par exemple aussi le système d'information Schengen qui a été actualisé le 7 mars dernier, qui permet aussi des recherches plus pointues. Donc il y a un ensemble de nouveaux systèmes à mettre en place, et en cela, la Commission évidemment soutient les États membres avec les agences et des fonds européens. Hem Donc il y a évidemment tous les financements, qui seront mobilisés, pour 2021-2027. Vous savez qu'on a révisé le cadre financier pluriannuel, au mois de février. Le Conseil européen a donné son accord, et donc il y a plus de financements qui sont prévus pour la mise en œuvre du pacte. Hem, à côté du pacte, il y a quelques agences qui jouent un rôle important. Je voudrais vous en dire un mot rapide. Il y a une nouvelle agence qu'on avait, proposée en 2020. Elle s'est mise en place, c'est notre nouvelle agence de l'UE pour l'asile. Elle est en place depuis le 19 janvier 2022. Elle est également, hein, dans le pacte. Elle remplace le Bureau européen d'appui en matière, d'asile qui existait auparavant. Donc cette agence, elle, améliore le fonctionnement du régime, d'asile et elle va soutenir les États membres en leur fournissant une assistance opérationnelle et technique. Elle va proposer aussi également des formations aux autorités nationales, des États membres et puis elle va aussi, renforcer la cohérence de l'examen des demandes, d'asile. Il y aura des critères, pour qu'il y ait autant d'uniformité possible dans l'examen des demandes d'asile au sein des États membres. Donc les États membres pourront compter sur le soutien de l'agence qui a à peu près 500 experts, de disponibles. Un mot sur Frontex dont on a parlé, beaucoup récemment. Frontex, alors c'est l'Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes, mais elle a gardé son nom Frontex, on l'avait créée en 2004. Elle est dirigée par un Néerlandais, depuis le 1er mars, 2023. Vous savez que Frontex, fait une veille permanente aux frontières extérieures de l'Union européenne et au sein de l'espace Schengen. Elle analyse les tendances et collecte des données sur les personnes qui sont liées aux filières d'immigration clandestine et aux activités criminelles. Elle travaille avec Europol, je vais y revenir. Elle porte également assistance, aux États membres qui le demandent. J'en profite pour vous signaler que, par exemple, Frontex va, soutenir la France au moment des Jeux olympiques. On aura des experts de Frontex qui sont présents en France pour les Jeux. Les opérations maritimes, aériennes et terrestres de Frontex sont menées par des gardes-frontières qui sont mis à la disposition de l'agence par les États membres. Il y a aussi, l'agence met aussi du matériel à la disposition des États membres, du matériel de surveillance, hein, véhicules, avions, navires, et l'agence peut aussi intervenir dans des États tiers à leur demande. Si un État tiers a besoin, d'une aide, Frontex peut intervenir. Donc Frontex va aider les États membres là aussi, en cas de forte pression migratoire par exemple, sur l'enregistrement, des migrants, sur l'identification des migrants à leur arrivée, aux frontières extérieures, mais aussi aux ports et dans les aéroports. En matière de lutte contre l'immigration illégale, Frontex coordonne aussi les opérations de renvoi de migrants irréguliers vers les pays d'origine. Bon, il y a différentes opérations qui ont été conduites par Frontex. C'est l'agence la plus dotée. 6 plus de 6 milliards d'euros pour la période 2021-2027. C'est une agence qui a fait l'objet de critiques récentes, je ne vais pas y revenir, mais qui a à la fois un rôle absolument, essentiel pour les États membres, qui doit, les aider, dans les domaines que j'ai évoqués et qui, en même temps, doit respecter les principes, fondamentaux qui sont établis dans la Charte des droits fondamentaux et on va y veiller, pour qu'il n'y ait pas de problèmes comme on en a connu récemment. Frontex travaille avec le fonctionnement aussi d'Eurosur pour surveiller les frontières extérieures. Je vais aller vite.
Je dis un mot d'Europol parce que Europol, est en train aussi de monter en puissance sur, le trafic de migrants. On a, créé depuis 2016 un centre de lutte contre le trafic de migrants au sein d'Europol. Vous savez, Europol, c'est l'agence qui soutient les polices des États membres. Hem Et donc nous, commission, on a proposé là, le 28 novembre 2023, une proposition de règlement pour renforcer la coopération policière en matière de prévention, de détection et d'enquête sur le trafic de migrants et sur la lutte, et sur la traite des êtres humains. Donc l'agence aura, des pouvoirs d'enquête, et des moyens financiers et humains, un peu plus, importants et un renforcement de la coopération interagences, notamment, Frontex et Europol. Hem, Juste, en un exemple, en 2022, on a arrêté, 9 000 enfin, on a arrêté. Europol a soutenu les États membres dans l'arrestation de plus de 9 900 personnes, dont 3 646 passeurs de migrants. Donc il faut aussi lutter contre les passeurs. C'est une priorité extrêmement, importante. Hem, donc c'est ça, l'approche globale. J'ai mentionné l'agence eu-LISA qui a un rôle extrêmement, aussi important en ce moment au niveau des systèmes d'information à grande échelle, au niveau des États membres, pour Eurodac, pour le système d'information Schengen, et cetera. Je vais dire 2 mots maintenant de la dimension extérieure du pacte. Vous savez que, donc il y a le pacte et il y a sa dimension extérieure qui est toute la coopération avec les États tiers que nous avons développée, que nous développons et dont nous allons renforcer, encore davantage, la coopération pour tenter de faire baisser les arrivées aux frontières de l'Union européenne. On a multiplié les accords avec les pays d'origine et de transit des migrants, Tunisie, Mauritanie, dernièrement en mars dernier, avec l'Égypte. Heu, c'est des accords qui ne portent pas seulement sur l'aspect migration, c'est des accords, qui concernent plusieurs piliers, des investissements, des dialogues politiques, des coopérations culturelles. Par exemple, l'accord avec l'Égypte, il a 6 piliers, hein: relations politiques, stabilité économique, investissement, commerce, questions liées à l'eau, à la sécurité, à la démographie et au capital humain et à la migration. Donc on multiplie ces accords. Là aussi, j'entends qu'on est critiqué sur, certains accords qui seraient passés, avec ces pays. Hem, on entend tout à fait ces critiques, mais est-ce que c'est mieux de pas discuter? Je ne crois pas. Je crois que c'est bien d'avoir ce dialogue à la fois pour l'Union européenne, pour les populations locales dans ces pays et pour les migrants qui y sont. Donc je crois que c'est une bonne chose de discuter avec ces pays. Nos délégations de l'Union européenne sur le terrain ont un rôle aussi, important et ça joue un rôle aussi dans les retours puisqu'on peut jouer avec le levier visa. Heu, Puisque le levier visa réadmission, c'est l'article 25 bis du code des visas. Il prévoit des mesures restrictives en matière de délivrance de visa en cas de mauvaise coopération en matière de réadmission après une première phase de démarche. Pour l'instant, on n'a utilisé qu'à l'égard de la Gambie, mais ça permet aussi, d'avoir une coopération, en matière de visa si on voit que l'État, tiers coopère, en matière de retour et de réadmission. Hem, Dans le cadre de l'approche globale, il faut voir les choses parce que souvent on parle du pacte de la réglementation, il y a toute cette dimension extérieure qui est extrêmement importante et si on veut vraiment avoir l'approche globale, il faut aussi mentionner tout ce que fait l'Union européenne, en matière d'aide au développement. J'ai pas le temps de m'étendre, mais vous savez que fin 2021, on a adopté la stratégie Global Gateway, qui est un peu le parallèle des routes de la soie chinoise, où on soutient des projets, d'investissement, en Afrique, en Asie, en Amérique latine. C'est 300 milliards d'euros qui sont prévus entre 2021 et 2027. Par exemple, en 2023, on a 90 projets clés qui ont été lancés, dans les secteurs du numérique, de l'énergie, des transports, dans la santé, dans l'éducation, grâce à des projets Global Gateway avec lesquels nous travaillons avec nos États membres. Hem
Donc il faut, garder, cette, vision globale en tête. Je vais, mentionner aussi rapidement les voies légales sur lesquelles aussi on a beaucoup travaillé récemment. Vous savez qu'en 2023, c'était l'année européenne des compétences. Il y a beaucoup de mesures qui ont été proposées lors de l'année dernière. En 2022, on a proposé un cadre législatif renforcé, en matière de migration sur, par exemple, la directive sur le permis unique et la directive sur les résidents de longue durée, avec, par exemple, une procédure simplifiée pour le permis unique. C'est en cours de discussion là au Parlement européen, qui combine permis de travail et permis de séjour pour permettre d'accélérer et de simplifier le processus pour les demandeurs et pour les employeurs, par exemple. Et en novembre dernier, on a proposé, un train de mesures sur la mobilité des talents, comprenant des dispositions supplémentaires sur l'attraction des talents et en particulier une initiative, qui semble, dans les consultations qu'on a eues, assez appréciée. C'est une première plateforme à l'échelle de l'Union européenne pour mettre en relation les citoyens de pays tiers souhaitant venir travailler dans l'Union européenne et des employeurs qui sont dans les États membres. C'est une mesure qui sera mise en œuvre pareil d'ici à peu près 2 ans, je crois, et qui favorise les voies d'accès légales, en Europe. Une petite parenthèse, vous savez qu'on a, une évolution démographique qui va s'aggraver, hein, sur le marché du travail. Avec une population en âge de travailler qui va passer de 265 millions en 2022 à 258 millions en 2030 dans l'UE. On a publié, si ces questions démographiques vous intéressent, parce elles doivent aussi faire partie du débat, me semble-t-il. On a publié un rapport sur l'impact des changements démographiques, le 17 janvier 2023 et vous voyez les courbes. Voilà, donc ça, c'est les pays européens. Je ne sais pas si vous voyez bien. Donc cette question démographique doit aussi faire partie du débat. Sur les financements, j'en ai parlé, très très rapidement. Le Conseil européen a augmenté là le 1er février dernier, on a révisé le cadre financier pluriannuel, 2021-2027. On a, ajouté, presque, 2 000 000 € sur ces questions-là. Vendredi dernier, il y a une présentation du budget, des budgets supplémentaires qui vont être, disponibles pour les États membres, qui est une présentation qui a été faite au conseil. Il y a plusieurs fonds, asile, le FAMI, le fonds asile migration, le fonds, de soutien financier à la gestion des frontières, à la politique des visas, le fonds, le Conseil européen a d'ailleurs rappelé aux États membres, et à la Commission aussi de faire usage des fonds de cohésion, politique de cohésion qui sont disponibles. Donc, oui, des fonds supplémentaires dans la mise en œuvre du pacte. Il y a un calendrier chaque année qui va être mis en place. On va examiner les besoins des États membres. Donc, il y aura un soutien financier assez substantiel. Hem Et je voulais, terminer en indiquant que, quand vous allez sur il y a 2 choses pour voir les appels à projets, pour les organisations avec lesquelles vous êtes en contact, qui pourraient être intéressées. Il y a le site du ministère de l'intérieur, bien évidemment, où vous avez tous les projets, pour l'année en cours, et le calendrier, à venir. Et vous avez également, cette, page, de l'agence, l'ANCT, une page dédiée sur les fonds européens. C'est le slide, d'après Mathis, si tu peux juste le mettre, et qui a fait une page dédiée qui s'appelle «L'Europe s'engage en France», et là, vous avez également énormément d'informations sur, les fonds, disponibles en termes d'affaires intérieures, donc le FAMI, le Fonds asile migration. Vous avez aussi des informations sur les fonds de cohésion. Il y a beaucoup d'informations, les appels à projets qui sont sur ce site-là. Et évidemment le site du ministère de l'intérieur qui recoupe beaucoup d'informations.
Donc voilà ce que je voulais vous dire. Enfin, ce qui me semblait important de vous dire, c'est un peu long, mais il faut garder en tête une approche globale de la politique d'asile et de migration, une législation renforcée, une législation qui respecte, le droit communautaire et le droit international, bien évidemment, et la charte des droits fondamentaux, des agences qui vont être en soutien des États membres et qui vont aussi voir leurs moyens renforcés, des fonds européens renforcés pour la mise en œuvre du pacte au sein des États membres, heu, une coopération accrue, je l'ai dit, avec les États tiers, heu, avec aussi les leviers de visa, une politique des retours plus efficace, et puis notre aide au développement et tous nos outils diplomatiques, qu'on met en œuvre, hein, que ce soit des dialogues politiques, que ce soit, des relations économiques, que ce soit les politiques des visas, je l'ai mentionné avec le code des visas. Heu, donc voilà, c'est une nouvelle approche avec des outils renforcés, qui devrait nous permettre, en tout cas on l'espère tous, heu, de, d'avoir une politique d'asile et de migration qui soit plus efficace. Je vais m'arrêter Merci là. Céline. Merci. Alors c'est un vrai challenge hein, de tenir tout ça en si peu de temps. Je te remercie de ces explications qui étaient très claires. On va passer à une phase de questions. Je crois qu'il y en a une. Je vais demander à Edita de me rejoindre là parce que elle a suivi à la fois le chat et je pense que certains ont manifesté le souhait de nous poser une question. Oui? Alors on va donner la parole à... Ah, Ariel? Mathis. Vous devriez avoir le micro ouvert, Ariel. Non? Non, là, je... Oui? On vous entend? Non. Alors, est-ce qu'on avait quelqu'un d'autre Oui, éventuellement? normalement le micro est ouvert, donc je ne sais pas. Vous Ok. pouvez prendre la parole. Oui. Voilà. On vous entend. Oui, bonjour. Est-ce que vous m'entendez? Oui, Très bien. tout Oui. à fait. Alors, département des Bouches-du-Rhône, j'avais une question concernant la place accordée aux mineurs non accompagnés dans le pacte Asile et Migration. Oui. Et peut-être une deuxième question aussi sur les grandes difficultés qu'on constate au niveau européen pour l'accueil des mineurs non accompagnés. Et quelles solutions, notamment en termes financiers, puisqu'il semblerait que l'utilisation du FAMI en France ne soit pas possible pour l'accueil des mineurs non accompagnés. Alors sur les mineurs non accompagnés, j'en ai parlé, je vais reprendre parce qu'ils sont mentionnés dans pas mal de législations, bien évidemment. C'est un, un- un point très important. Ils ne font pas l'objet, les enfants non accompagnés et les enfants de moins de 12 ans ainsi que les membres de leur famille sont exemptés de la procédure à la frontière quand ils arrivent, par exemple. Donc ils feront l'objet d'une procédure, normale. Ils seront accueillis et on examinera leurs, demandes d'asile, de manière normale, pas accélérée, je veux dire. Ils auront le droit, à des interprètes. Ils auront droit notamment à des interprètes, qui soient capables de les informer de leurs droits d'une manière qui soit compréhensible par des mineurs. Donc il y a des représentants qui vont être nommés pour se mettre en relation avec eux, pour leur expliquer leurs droits de manière compréhensible, encore une fois, et pour qu'ils soient, accueillis le mieux possible, et qu'on voit, les conditions d'accueil, qui sont possibles, ou pas. Hem, il y a certainement d'autres choses que j'ai pas en tête tout de suite, mais en tout cas, leur situation est prévue avec, des représentants qui seront en contact avec eux, et qui voilà, qui s'adapteront à un langage, pour les enfants, hein, j'ai envie de dire, pour qu'ils soient au courant de leurs droits et de leurs obligations. Hem, votre votre autre question, c'était? Ouais, ma question elle concerne plutôt l'accueil, donc après la phase d'identification, Oui? puisque au niveau français, ça reste une compétence du département, Mmh. des départements. Et donc sur l'accueil, puisque la révision de la directive accueil vise l'harmonisation des normes minimales. Des Tout à fait, des normes minimums d'accueil dans les États membres, oui, tout à fait. L'idée, Oui. c'est d'avoir les mêmes
autant que faire se peut, c'est pour ça que c'est une directive, les mêmes conditions d'accueil, en tout cas des conditions d'accueil qui soient comparables. Et justement, pour l'accueil, on constate qu'en France, il est impossible de mobiliser le FAMI pour l'accueil des MNA. Je n'ai pas la raison technique, mais je sais qu'en Italie, c'est possible. Et voilà, je voulais savoir si, avec la révision de cette directive et la présentation du pacte asile-immigration, le FAMI, au niveau français, sur les modalités pour l'utiliser, est-ce qu'elles allaient évoluer? Je ne sais pas si c'est assez clair. Ouais, je suis en train de vérifier ce que j'ai sur le FAMI parce que je ça m ça m'étonne qu'on ne puisse pas utiliser ces fonds. Si vous voulez bien, hem, je vais vous avez mon adresse mail ici, je vais vérifier parce que je voudrais pas vous dire de bêtises. Ouais, Ça m'étonne un petit peu, je dois vous dire, qu'on puisse pas d'accord. utiliser le FAMI pour, les mineurs non accompagnés. Mais si vous pouvez m'envoyer un mail à céline.ruiz@ec-europa, je vais vérifier ça dans la journée et je vous dirai. Ok. Je vous OK? envoie la raison qu'on m'a Oui, communiquée en interne et je veux merci bien. beaucoup. Non, je Merci veux bien. beaucoup. Je vais vérifier ce point. Ça m'étonne, mais je vais vérifier pour pas vous dire de bêtises. Oui, Notez que dans ces exercices de dialogue, on prévoit toujours de diffuser ensuite une liste de questions et réponses qui peuvent servir à tous, et donc éventuellement on pourra partager cette réponse de Céline. Je demanderai à tous ceux qui souhaitent poser une question de lever la main dans le chat, et je crois qu'on a quelqu'un. Oui, on va passer la parole à Monsieur Vincent. Je suis désolée, je ne vois pas votre nom en entier. Vous avez la parole. À Vincent. Bonjour, ah oui, bonjour, excusez-moi. Oui, Vincent Lequeux de Toute l'Europe, merci de me permettre de participer à cet échange fort instructif. J'avais plusieurs questions donc, de background, bien sûr, concernant donc tout d'abord les centres de rétention aux frontières. Est-ce qu'on a une Mmh. idée déjà de leur future localisation et notamment est-ce qu'il y en aura au sein des aéroports? Et quelle est leur différence avec ce qu'on a à un moment appelé les hotspots? Je ne sais pas si on continue de les appeler comme ça. Deuxième question sur la fiction non entrée, est-ce qu'elle ne concerne que le filtrage avant toute procédure d'asile? Et peut-être une troisième question, si vous permettez, sur les retours dans les états d'origine ou de transit. Est-ce que cela va se faire à la fois via des accords européens et aussi via des accords bilatéraux entre les États membres et ces pays tiers? Alors sur les centres de réadmission, c'est pas encore, déterminé. Ça fait partie de la mise en œuvre qui va être discutée. On va avoir un plan de mise en œuvre en juin et puis chaque État membre va définir où il met ses centres d'analyse, de détention ou de rétention. Non, c'est vrai que ça s'appelle plus hotspot. Hem, mais en tout cas, c'est aux États membres de définir, où ils vont les installer. Hem, sur le filtrage, il s'applique, votre question était il s'applique aux demandes d'asile, oui. En Ma fait, question portait, excusez-moi, juste pour préciser, ma question portait sur cette fiction de non-entrée. oui? Est-ce que ça porte uniquement sur le filtrage avant la procédure d'asile ou est-ce que les procédures d'asile accélérées sont aussi concernées par cette fiction de non-entrée? La fiction non entrée, c'est que la personne qui demande asile, si on a un problème sécuritaire, si il vient d'un pays où on sait que le taux d'attribution de l'asile est très faible, on pourra établir, c'est l'examen de sa demande à une procédure à la frontière. Donc il y aura des centres à la frontière, qui vont se monter pour examiner plus rapidement des gens dont on sait que, ils ont très peu de chances, d'obtenir l'asile et donc le filtrage, il s'applique, avant cela déjà. Hem, je ne sais pas si je réponds vraiment à votre question, mais le filtrage, il aura lieu absolument pour, l'ensemble des demandeurs à la frontière. Ou des personnes qu'on aura sauvées en mer, donc ça s'applique à tous.
Enfin, vous avez dit le retour sur le transit, les accords, bien sûr, les États membres et certains États membres ont des accords bilatéraux de retour. Ça a été encouragé aussi par la Commission. Donc, il y a des accords bilatéraux. Par exemple, je crois que l'Italie avait un accord bilatéral avec la Tunisie avant qu'on ne passe notre accord en 2023, en juillet dernier. Donc il peut y avoir aussi des accords bilatéraux, oui, bien sûr. Merci. Merci. Une autre question? Oui, on va passer la parole à monsieur Ariel Cobet. Oui, bonjour. Je vous remercie beaucoup pour cette présentation. J'ai deux questions. La première porte sur les conséquences aussi de ce nouveau pacte asile-immigration sur les collectivités territoriales, à l'heure où en France on développe de plus en plus de dispositifs copilotés entre l'État central et l'État déconcentré. Est-ce qu'il y a une mention de ça dans le pacte, et notamment du coup en matière d'accueil et d'intégration? Voilà, d'une part. Et d'autre part, pour poursuivre sur le filtrage, euh, le filtrage de demandeurs d'asile par nationalité avec des taux de protection en dessous de 20%, c'est une question large évidemment, n'est pas susceptible de rentrer en contradiction avec les dispositions de la Convention de Genève notamment, qui obligent ou sinon des règlements européens qui obligent un traitement personnel et individualisé de chaque situation. Euh, Juste voilà. sur cette dernière point, ça va Oui, être le cas, hein, ce sera un oui, traitement personnalisé. d'accord. Sauf qu'il y a des personnes qui arrivent, notamment pour des raisons économiques, dont on sait que le taux de reconnaissance, le taux d'attribution de la protection internationale sera très faible. Mais il y aura un examen de toute façon qui sera par dossier, bien sûr, hein. Mais avec des Donc ça entretiens de oui, protection. avec des Hein, oui, oui, entretiens, avec, des traducteurs, avec des médiateurs, avec, des d'accord. policiers. Enfin, je veux dire, c'est, oui, oui, il y Ok. aura des entretiens comme ça se passe, aujourd'hui, je pense à l'OFPRA, par exemple, qui conduit des entretiens pour savoir, bon, d'où Oui, viennent des les gens, entretiens de protection, en les effet. organisations de protection, mais le filtrage s'applique à tous, sauf qu'il y a les procédures à la frontière vont permettre d'accélérer un petit peu le traitement des procédures, dans le sens où, ça si on repère dans les bases de données que quelqu'un est fiché, qui a un problème sécuritaire, qui a un problème, de risque terroriste, qui a un problème, hem il avait l'asile, et qu'il a fui dans un autre État membre, ou que enfin, il peut y avoir différents cas de figure, qui font qu'on sait que, la protection internationale ne sera pas accordée. Donc ça permet d'aller plus vite, cette procédure à la frontière. Oui, je comprends bien sur les Mais ça procédures. mais Oui. ça n'empêche que voilà, que l'examen sera tout à fait complet. Sauf qu'on a des éléments qui seront à la disposition des États membres qui permettront d'accélérer, et notamment les bases de données. Ce qu'on a dans Eurodac va aider à l'analyse évidemment des dossiers. Oui, je comprends bien. Parce que Eurodac et sur le les. SIS aussi, le système d'information Mm, Schengen. ouais. Parce que sur les problèmes sécuritaires, bien sûr, mais sur le taux de protection, juste une question pour rebondir. Quel sera le taux de protection qui sera appliqué, c'est-à-dire un taux lissé de l'ensemble des États membres? Parce qu'on sait qu'il y a vraiment des différences énormes entre États membres sur le taux de protection par nationalité. Il y a des États membres qui protègent bien plus certaines nationalités et d'autres bien moins. Est-ce que c'est donc une Alors moyenne qu'on va appliquer? non, non, on a parlé de 30 000 personnes, qu'on peut accueillir. Il y aura une solidarité entre les États membres, il y aura des relocalisations possibles. Ça dépendra de la situation, hein, c'est du cas par cas. Hem, Oui, mais là, alors je ne sais pas si on parle de la même chose, parce que le filtrage, il y a donc ce nouveau principe qui est ouais. euh, une personne qui demande l'asile, qui est d'une nationalité qui est peu susceptible d'avoir une protection internationale, d'avoir l'asile. Mmh. En calculant, vous avez dit un taux de protection de moins de 20%. Oui, à peu Euh, près.
Voilà, à peu près. Ce taux de moins de 20%, il s'agit du taux de moins de 20% de l'ensemble des États membres. Quand on additionne l'ensemble des taux de protection et qu'on fait la moyenne entre... Parce que en France, une nationalité X peut avoir en effet moins de 20%, mais dans un autre pays, cette même nationalité peut avoir plus de 90% de protection, quoi. Oui, je pense que c'est pour l'ensemble des États membres, l'idée étant d'harmoniser les conditions de protection. D'accord. Donc c'est pour l'ensemble des États membres. Sur l'intégration, on est plus Oui, en soutien des États membres. Donc là, oui. la France est en train comme les autres États membres d'ailleurs, hein, une fois que ce sera, voté, officiellement par le Parlement et les conseils, les États membres sont en train de regarder les législations qu'ils vont devoir, ajuster ou adopter ou modifier. Ou prendre de nouvelles législations. Et il y aura des mesures d'intégration qui seront encouragées. Et là, c'est la France qui, je pense que vous êtes en contact probablement avec les préfectures, j'imagine, Oui. avec la direction des étrangers du ministère de l'Intérieur, plutôt avec les préfectures à mon avis. Oui, c'est le premier interlocuteur, puis ensuite souvent la DIER, la délégation interministérielle pour l'accueil et l'intégration des Ouais. réfugiés. Donc ça va se faire dans les mois qui suivent, puisqu'il y aura des fonds, pour la mise en œuvre du pacte asile et migration qui vont être dédiés à sa mise en œuvre. Et puis, il y aura du soutien. J'ai parlé des fonds de cohésion également qui sont disponibles, hein, Mhm. pour les mesures d'intégration qui seront encouragées, où là, on est vraiment en soutien des États membres sur ces mesures-là. Mais ça, c'est plus l'État membre qui va. Là, en l'occurrence, c'est la France et la préfecture qui. Je pense que il y aura peut-être des circulaires. Je ne sais pas comment les Français vont s'organiser Ouais. pour favoriser l'intégration. Et vous informer aussi des fonds disponibles. D'accord, merci beaucoup. Parce qu'il y aura sûrement pas mal d'appels à procès sur ces aspects-là, hein. Il faut surveiller, à mon avis, la page web de l'Agence de cohésion des territoires sur l'onglet qu'ils ont fait, qui est très très bien fait, sur l'Europe s'engage, et qui a pas mal d'informations et qui va publier les appels à propositions. Donc ça, je pense qu'il faut surveiller dans les mois qui viennent. Je vous Je peux remercie. peut-être signaler aussi pour les appels à propositions que Aide Territoire, la plateforme en ligne, diffuse les appels européens et elle diffusera notamment tous ces dispositifs au fil de l'eau et je vous invite à les consulter. Je ne pense pas qu'on ait d'autres questions hein, pour l'instant. Je vais peut-être vous inviter, si vous le souhaitez, à nous les adresser par mail et on fera suite, hein, évidemment, à ces questions qui viendraient. Ben, je veux vous remercier de votre présence et remercier Céline Ruiz du temps et de l'exercice de synthèse auquel on l'a contrainte. Je vous invite à nos prochains rendez-vous. J'ai parlé tout à l'heure de ce webinaire sur la boîte à outils concernant les financements pour les zones rurales. Ça sera le 25 avril. Et je veux vous rappeler aussi l'initiative qu'on a prise de proposer régulièrement des webinaires d'introduction aux affaires européennes pour les élus, les agents qui souhaiteraient découvrir et faire une première approche de ce que l'Europe peut apporter à la gestion des affaires publiques au niveau local. Je vous remercie de votre participation et je vous dis à très bientôt. Merci Céline. Merci beaucoup. Merci. Et je reste à votre disposition. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter. Merci Céline. Merci.